Dira-t-on que la poésie perd trop si l'on veut la priver de toute image de la beauté des corps? Mais qui veut s'en priver? Si l'on cherche à lui déconseiller le seul chemin où elle tâtonne péniblement, sur les traces de l'art jumeau sans jamais arriver au même but, lui ferme-t-on pour cela d'autres voies, où cet art à son tour lui céderait forcément le pas? Homère lui-même, qui s'abstient si soigneusement de toute description détaillée de la beauté physique, et nous dit à peine en passant qu'Hélène avait des bras blancs et une belle chevelure, sait pourtant nous donner de sa beauté une idée qui surpasse de beaucoup tout ce que peut accomplir l'art sur ce point. Rappelons-nous le passage où Hélène se présente devant l'assemblée des anciens du peuple troyen. Les vénérables vieillards la voient et disent entre eux: il ne faut pas s'étonner que les Troyens et les Grecs aux belles jambières aient si longtemps souffert des maux pour une telle femme. Elle est comparable par sa beauté aux déesses immortelles. Rien ne peut donner une idée plus vive de la beauté que d'entendre des vieillards avouer qu'elle valait bien les larmes et le sang de cette guerre. Ce qu'Homère ne pouvait décrire analytiquement, il nous le révèle par les faits produits. Peignez-vous, poète, le plaisir, l'attraction, l'amour, le ravissement que crée la beauté, et vous aurez peint la beauté elle-même. Qui pourrait imaginer que l'être aimé par sa faux était laid, lorsqu'elle avoue que sa vue lui fait perdre le sens et la pensée? Qui ne croit voir l'être le plus beau et le plus accompli dès qu'il croit au sentiment que peut seul inspirer un tel être? Si nous croyons jouir de la vue de Lesbie, comme au vide lui-même, ce n'est parce qu'il nous détaille ce beau corps. Ses épaules et ses bras que j'ai vus et caressés, comme la forme de ses seins se prêtait au toucher, et ce ventre lisse sous une poitrine parfaite, et ses hanches merveilleusement faites, et cette cuisse juvénile dans l'amour. Mais parce qu'il le fait avec cette ivresse voluptueuse si facile à éveiller en nous. Un autre moyen dont dispose la poésie pour égaler l'art dans la représentation de la beauté physique, c'est de transformer la beauté en grâce. La grâce est la beauté en mouvement, et par là même, elle est moins accessible au peintre qu'au poète. Le peintre ne peut que laisser deviner le mouvement, mais en fait, ses figures sont immobiles. Il s'ensuit que chez lui la grâce devient factice, mais elle reste dans la poésie ce qu'elle est, une beauté passagère que nous aimerions revoir. Elle va et vient, et de même qu'en général nous nous souvenons mieux et plus facilement d'un mouvement que de forme et de couleur. De même, la grâce agit sur nous plus fort que la beauté. Si quelque chose nous plaît et nous touche dans le portrait d'Alcine, c'est la grâce. L'impression que produisent ses yeux ne vient pas de ce qu'ils sont noirs et pleins de feu, mais de ce que pietosi a riguardare a movere parchi. Ils ont le regard tendre et lent, qu'amour voltige autour d'eux, et par leur truchement lance tous les traits de son carquois. Sa bouche charme, non parce que des lèvres couvertes d'un cinabre naturel renferment 2 rangs de perles choisies, mais parce qu'il s'y dessine un sourire gracieux qui, à lui seul, ouvre un paradis sur terre. Parce que de cette bouche sortent des paroles affectueuses qui touchent les cœurs les plus durs. Ses reins enchantent moins parce qu'il le lait, l'ivoire et les pommes nous représentent leur blancheur et leur forme gracieuse que parce que nous les voyons se soulever et s'abaisser comme les vagues à l'extrême bord du rivage quand le zéphyr lutte en se jouant avec les flots. Je suis certain que ces traits qui suggèrent la grâce, ramassés dans une ou 2 strophes, vaudraient mieux que les 5 stances où l'Arioste les a dispersés parmi les de froides évocations de la beauté formelle, beaucoup trop savante pour nous émouvoir. Anacréon lui-même préféra l'apparente incongruité de demander au peintre une chose impossible plutôt que de renoncer au charme nécessaire à l'image de la jeune fille. Que toutes les grâces, dit-il à l'artiste, voltigent autour de son tendre menton, autour de sa nuque de marbre. Comment cela, littéralement? Aucun artifice n'y parviendrait. Le peintre pouvait donner aux mentions le plus beau contour, la plus belle fossette. Il pouvait donner au cou la plus belle carnation, mais il ne pouvait rien de plus. La torsion de ce beau cou, le jeu des muscles qui creusaient ou effaçaient la fossette, la grâce proprement dite était au-dessus de ses moyens. Le poète emploie l'expression la plus forte par où son art peut nous rendre sensibles à la beauté.
pour que le peintre cherche aussi dans le sien l'expression la plus haute. Nouvel exemple à l'appui de notre précédente observation, que le poète, même s'il parle d'œuvres d'art, n'est pas pour autant tenu de renfermer sa description dans les bornes de cet art. Zeuxis peignit une Hélène et eut l'audace d'inscrire sous son tableau les vers célèbres d'Homère, dans lesquels les vieillards charmés révèlent leurs sentiments. Jamais la peinture et la poésie n'ont lutté dans des conditions aussi égales. La victoire resta indécise et toutes deux méritèrent d'être couronnées. De même que le poète avait eu la sagesse de nous représenter la beauté, que par l'impression qu'elle crée, sentant bien qu'il ne pouvait nous la traduire analytiquement. Le peintre, non moins sage, ne nous la montra que dans ses éléments et regarda tout autre artifice comme indigne de son art. Son tableau ne consistait qu'en l'image d'Hélène, debout et nue, car il est probable que cette Hélène était précisément celle qu'il peignit pour les Crotoniates. Comparé à cela, par curiosité, le tableau de Caylus propose à l'artiste moderne, d'après ces mêmes vers d'Homère, Hélène couverte d'un voile blanc, paraît au milieu des vieillards, au nombre desquels, et Priam, distingué par les marques de la royauté, l'artiste doit s'attacher à faire sentir le triomphe de la beauté par l'avidité des regards et par tous les témoignages d'admiration marqués sur le visage de ces hommes glacés par l'âge. La scène se passe sur le haut d'une des portes de la ville. Je crois que le fond du tableau établi sur le ciel sera plus heureux que sur les bâtiments de la ville. Il sera du moins plus hardi, mais l'un est aussi convenable que l'autre. Représentons-nous ce tableau exécuté par le plus grand maître de notre temps et mettons-le en parallèle avec celui de Zeuxis. Lequel montrera véritablement la victoire de la beauté? Le premier où je l'éprouve moi-même, ou le second où il faut que je la devine par les grimaces des barbons émus? Turpe sénilis amor. L'amour sénile est honteux. Un regard luxurieux rend ridicule le visage le plus respectable, et un vieillard qui trahit des ardeurs juvéniles est même un objet de dégoût. On ne saurait faire ce reproche aux vieillards d'Homère, car le sentiment qu'ils éprouvent n'est qu'une étincelle aussitôt éteinte par leur sagesse. Il est propre à faire honneur à Hélène sans leur faire honte à eux-mêmes. Ils avouent leurs sentiments, mais ajoutent aussitôt. Mais néanmoins, si belle soit-elle, qu'elle retourne sur ses vaisseaux et ne demeure pas comme un fléau pour nous et nos enfants dans l'Iliade. Sans cette résolution, ce seraient des vieillards lubriques, ce qu'ils paraissent dans le tableau de Caylus. Et sur quoi dirigent-ils ainsi leur regard cupide? Sur une forme voilée, déguisée. Est-ce là, Hélène? Je ne comprends pas comment Caylus a pu lui laisser un voile. Il est vrai qu'Homère le lui donne expressément. Aussitôt elle sortit de son palais couverte d'un voile blanc. Mais c'est pour traverser les rues, et si dans le poème les vieillards témoignent peut-être leur admiration, avant qu'elle n'ait ôté ou relevé son voile, ce n'était pas la première fois qu'ils la voyaient. Leur aveu pouvait donc être sans relation avec le spectacle du moment, et ils pouvaient avoir souvent éprouvé ce qu'ils venaient seulement d'avouer à cette occasion. Dans le tableau, la situation diffère. Puisque j'y vois des vieillards ravis, j'aimerais voir en même temps l'objet de leur ravissement, et je suis bien surpris en m'apercevant que ce qu'ils regardent avec tant d'ébahissement lubrique n'est, nous l'avons dit, qu'une forme déguisée et voilée. Quoi de commun entre elle et Hélène? Le voile blanc est quelque agréable proportion dans les contours, pour autant qu'il soit visible sous ce voile. Cependant, l'intention du comte n'était peut-être pas de couvrir le visage, et il a pu comprendre le voile comme une partie du costume. S'il en est ainsi, ces paroles, il est vrai, ne permettent guère cette interprétation, Hélène couverte d'un voile blanc, je me trouve encore perplexe. Lui qui appelle si soigneusement l'attention de l'artiste sur l'expression à donner au visage des vieillards, n'a pas un mot pour la beauté de celui d'Hélène. Cette pudique beauté qui s'approche timidement, l'œil brillant de l'éclat humide d'une larme de repentir. Quoi, la suprême beauté est-elle si familière à nos artistes qu'il ne vaille pas la peine de leur en parler? Ou l'expression est-elle plus que la beauté? Et serions-nous déjà habitués, en peinture comme au théâtre, à prendre pour une ravissante princesse l'actrice la plus laide, pourvu que son prince fasse mine de sentir pour elle un très violent amour? En vérité, le tableau de Caylus peut se comparer à celui de Zeuxis, comme le pantomime à la plus noble poésie. Homère était incontestablement mieux lu autrefois qu'aujourd'hui.
On ne trouve pourtant pas que les artistes antiques lui aient emprunté beaucoup de sujets de tableaux. Il semble seulement avoir utilisé soigneusement les indications du poète sur certaines beautés physiques particulières. C'est là ce qu'il peignait, et il sentait bien que ces sujets étaient les seuls où il leur fut permis de rivaliser avec le poète. Zeuxis avait peint non seulement Hélène, mais aussi Pénélope, et la Diane d'Apelle était la Diane homérique accompagnée de ses nymphes. À ce propos, je ferai remarquer que le passage de Pline, où il est question de cette dernière, exige une correction, mais peindre des actions d'après Homère simplement parce qu'elles offrent une riche composition, d'excellents contrastes, des effets pittoresques de lumière, cela ne paraît pas avoir été de leur goût et ne pouvait l'être tant que l'art se maintenait strictement dans les limites de son but le plus haut. En revanche, il se nourrissait de l'esprit du poète. Il remplissait leur imagination de ses traits les plus sublimes. Le feu de son enthousiasme allumait le leur. Ils voyaient et sentaient comme lui, de sorte que leurs ouvrages imitaient ceux d'Homère, non comme un portrait reproduit son modèle, mais comme un fils ressemble à son père. Semblable, mais différent. La ressemblance se réduit souvent à un seul trait, le reste étant différent, sauf cette analogie. Tout dans les deux œuvres s'accorde avec le caractère initial qui établit leur similitude. Comme d'ailleurs les chefs-d'œuvre poétiques d'Homère étaient plus anciens que tous les chefs-d'œuvre artistiques, et comme Homère avait regardé la nature pour la peindre, avant un Apelle ou un Phidias, il n'est pas étonnant que les artistes, avant d'avoir pu l'étudier eux-mêmes, aient trouvé chez lui d'utiles observations, dont ils s'empressèrent de profiter en imitant la nature à travers le poète. Phidias avouait que ses vers, dans l'Iliade, Zeus dit et fit un signe de ses sourcils. Les boucles d'ambroisie s'ébranlèrent sur sa tête immortelle et tout l'Olympe trembla. Phidias avouait que ces vers l'avaient guidé pour son Jupiter olympien et que c'était grâce à eux qu'il avait réussi à créer une figure divine. Ravi, pour ainsi dire, au ciel même, celui qui entend uniquement par là que l'imagination de l'artiste avait été stimulée par l'image sublime du poète et rendu capable d'une représentation également sublime, celui-là, me semble-t-il, néglige l'essentiel et se contente de vagues généralités, quand il est possible et bien plus satisfaisant d'y voir une indication très précise. À mon sens, Phidias avouait ici implicitement que ces vers lui avaient fait comprendre pour la première fois quelle est la force d'expression des sourcils et quelle part de vie réside en eux. Peut-être fut-il aussi porté à donner plus de soin à la chevelure pour rendre en quelque sorte ce qu'Homère appelle les cheveux d'ambroisie. Car il est certain que les artistes antiques antérieurs à Phidias entendaient peu la valeur d'expression de la physionomie et surtout qu'ils négligeaient beaucoup la chevelure. Myron lui-même laissait encore à désirer sur ces deux points, comme le remarque Pline, et d'après le même auteur, ce fut Pythagore de Léoncium qui le premier se distingua par sa manière de rendre les cheveux. Ce que Phidias apprit dans Homère, les autres artistes l'apprirent chez Phidias. Je citerai un autre exemple du même genre qui m'a toujours paru concluant. Rappelons-nous l'observation de Hogarth sur l'Apollon du Belvédère. Cet Apollon et l'Antinous, dit-il, se trouve à Rome dans le même palais, mais si l'Antinous remplit le spectateur d'admiration, l'Apollon le laisse stupéfait, et cela assure les voyageurs par un aspect plus qu'humain qu'ils sont généralement incapables de décrire. Cet effet, disait-il, est d'autant plus étonnant qu'à y regarder de plus près, sa disproportion est évidente, même pour l'œil du profane. L'un des meilleurs sculpteurs anglais, qui est allé récemment à Rome pour voir cette statue, m'a confirmé ce qui vient d'être dit, et particulièrement que les pieds et les jambes sont trop allongés et trop larges par rapport aux parties supérieures. Andrea Sacchi, l'un des plus grands peintres italiens, semble avoir été du même avis, car autrement on ne comprendrait pas pourquoi, dans un tableau célèbre, qui est aujourd'hui en Angleterre, il a donné à son Apollon, couronnant le musicien Pasquilini, les proportions exactes de l'Antinous, tout en le traitant par ailleurs comme une copie de l'Apollon du Belvédère. Nous voyons souvent dans de très grandes œuvres qu'un détail peu important a été négligé, mais ce n'est peut-être le cas ici, car dans une belle statue, la juste proportion est l'une des beautés essentielles. Il faut donc conclure que cet allongement des membres a été voulu, sans quoi l'on aurait pu facilement l'éviter. Ainsi, examinant en détail les beautés de cette figure, nous pouvons dire avec raison
que ce qui nous a paru d'une indescriptible perfection dans l'aspect général provient de ce qui semblait une faute dans une de ses parties. Tout cela est très convaincant, et j'ajoute qu'Homère avait déjà senti et indiqué qu'un certain air sublime peut résulter de cette simple exagération des dimensions des pieds et des jambes, car lorsqu'Anténor compare la statue d'Ulysse avec celle de Ménélas, Homère lui fait dire « Quand tous deux se tenaient debout, les larges épaules de Ménélas dominaient de beaucoup, mais quand ils étaient assis, Ulysse était le plus imposant. » Puisqu'Ulysse gagnait assis la prestance que perdait alors Ménélas, il est facile de déterminer chez l'un et l'autre la proportion de la partie supérieure du corps et des membres inférieurs. Il y avait un excès de grandeur dans les proportions du haut du corps chez Ulysse et dans celle des jambes chez Ménélas.